Imaginez que vous êtes à bord d'un galion de plus de 1000 tonnes, chargé d'or, d'équipage et de provisions, naviguant en haute mer. Le vent souffle avec force, les voiles sont déployées et soudain, le capitaine donne l'ordre d'arrêter le navire. Mais il n'y a ni moteur, ni frein, ni même une hélice que l'on pourrait éteindre. Il n'y a qu'une chaîne, un épais câble de chanvre ou de fer et une énorme pièce de fer forgé, l'ancre. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi simple puisse arrêter un tel monstre flottant en plein air des colonisations? Aujourd'hui, vous découvrirez un art oublié, l'ancrage des bêtes des mers. Plus qu'un simple outil, l'ancre était un symbole d'espoir et de sécurité, la promesse d'un repos bien mérité après de longues et périlleuses journées en mer. Au XVe siècle, le mouillage était une opération critique et risquée. Contrairement aux systèmes hydrauliques et électroniques modernes, tout dépendait de l'expérience des marins et de mécanismes purement manuels. Les ancres de l'époque coloniale étaient d'énormes structures de fer. La structure de l'ancre se composait de plusieurs parties clés: la verge, la tige principale, l'organo, l'anneau où se fixait le câble, un jas transversal, une barre fixe faite de bois dur ou dans les versions plus avancées de métal, et bien sûr les pattes ou bras terminés par les oreilles, les pointes qui s'accrochaient. Le jas était essentiel, car il forçait l'ancre à basculer en touchant le fond, assurant qu'au moins une des pattes s'enfouisse correctement dans la terre. Mais il y avait un détail vital que peu de gens considèrent. Le fond marin était tout. Pour que le mouillage soit efficace, le fond de la mer devait être idéal. Les marins savaient que mouiller sur la roche était inutile. L'ancre rebondissait simplement et le navire dérivait avec le vent. La vase molle ou le sable humide étaient les favoris, car ils permettaient aux bras de l'ancre de s'enfouir fermement. Même sans connaître la science moderne, les navigateurs développèrent une connaissance empirique impressionnante. Ils utilisaient des sondes de plomb avec de la graisse à l'extrémité pour extraire des échantillons du fond et décider si c'était un bon endroit pour jeter l'ancre. Cette technique leur donnait des informations cruciales, non seulement sur la nature du fond, mais aussi sur sa capacité de tenue. Un mauvais mouillage pouvait être catastrophique. Si la marée changeait ou si le vent se levait brusquement, une ancre mal fixée pouvait déraper et le navire commençait à dériver sans contrôle. Au milieu d'une tempête ou près de récifs, cela signifiait l'échouage ou la mort. C'est pourquoi l'acte de mouiller était traité avec solennité et précision. Il fallait des dizaines d'hommes pour laisser filer la chaîne ou le câble, s'assurer que l'ancre tombait verticalement, puis observer attentivement si le navire se stabilisait. Le rugissement de la chaîne filant à travers les cubiers était un son à la fois terrifiant et prometteur de repos. L'ancre seule n'arrêtait pas le navire. Sa puissance résidait dans la manière dont elle s'unissait au fond, dans la tension du câble et dans le savoir ancestral de ceux qui la manipulaient. Quand on observe un immense galion flottant calmement, près d'une côte, on pourrait penser que c'est l'ancre plantée dans le fond qui l'a arrêté. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Durant l'ère des colonisations, les marins savaient que le véritable secret pour maintenir un navire en place n'était pas uniquement l'ancre, mais le poids de la chaîne elle-même ou de l'épais câble de chanvre quand le métal n'était pas envisageable. Une chaîne lourde étalée le long du fond marin créait une résistance énorme qui absorbait la force du vent, des vagues et des courants. L'ancre, dans de nombreux cas, était simplement le point d'attache final, l'élément qui empêchait la chaîne de déraper librement. Le poids de dizaines de mètres de chaîne métallique, ou la tension constante d'un câble saturé d'eau et de sel, était ce qui maintenait véritablement à flot et stable ces colosses des mers. Ce principe physique a un nom élégant, la chaînette. Il s'agit de la courbe naturelle que forme une chaîne suspendue entre deux points lorsqu'elle retombe sous son propre poids. Dans le cas des navires coloniaux, la chaînette s'étendait de la proue du navire jusqu'au fond de la mer,
permettant que le mouvement du bateau provoqué par la houle ou par des changements de vent soit absorbé de manière graduelle par cette courbe. Si une rafale poussait le navire, la chaînette ne se tendait pas d'un coup mais se redressait peu à peu, dissipant l'énergie de la traction sans arracher l'ancre du lit marin. Cela évitait les secousses brusques qui pourraient compromettre la stabilité de l'embarcation et garantissait que même en mer agitée, le navire restait fixe comme une forteresse flottante. Mais pour obtenir cet effet, une opération délicate était cruciale. Calculer la longueur de chaîne à laisser filer. Si l'on en laissait trop peu, la courbe disparaissait et toute secousse se transmettait directement à l'ancre, avec le risque de la casser ou de la déterrer. En revanche, si l'on laissait filer trop de chaîne, le navire pouvait tourner sur lui-même ou s'en mêler, en particulier dans les ports étroits ou les mouillages partagés avec d'autres navires. Les capitaines expérimentés savaient qu'en règle générale, il était nécessaire de laisser filer entre 5 et 7 fois la profondeur de l'eau en longueur de chaîne, c'est-à-dire que s'il mouillait dans des eaux de 10 mètres de profondeur, il libérerait entre 50 et 70 mètres de chaîne. Cette proportion n'était pas un caprice, mais le résultat de siècles d'essais et d'erreurs, de naufrages évités de justesse et de batailles gagnées grâce à une ancre bien assurée. Le moment du mouillage était une symphonie de voix, de force brute et de précision. Les marins, suant sous le soleil ou fouettés par la pluie, tournèrent le cabestan à la main, laissant filer la lourde chaîne ou le câble, tandis que le navire avançait lentement contre le vent. Souvent, pour synchroniser leurs efforts, ils chantaient des chants de marins, dont le rythme dictait la cadence de leur poussée collective. On entendait des cris de commandement depuis le gaillard d'avant, des calculs de profondeur, des observations, du fond, et une coordination qui devait être parfaite. Si quelque chose échouait, si la chaîne s'en mêlait, si elle tombait trop vite, si le fond était traître, tout le navire était à la merci de la mer. Dans ces situations, il n'y avait pas de marge d'erreur. Un bon mouillage faisait la différence entre dormir tranquillement cette nuit-là ou être emporté sans but vers les rochers. Si ce voyage à travers les secrets de la mer vous plaît, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour renforcer ce contenu et nous motiver à produire plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, poursuivons avec la vidéo. 1. Fois que le navire avait été mouillé avec succès, cela ne signifiait pas que le travail était terminé. En fait, jeter l'ancre était beaucoup plus facile que de la récupérer. En l'absence de moteur ou de systèmes hydrauliques, les marins utilisaient le cabestan, une sorte de treuil horizontal en bois renforcé, pour remonter la chaîne ou le câble à la force des bras. Le travail était exténuant et dangereux. Si la tension se relâchait soudainement, les barres du cabestan pouvaient tourner en sens inverse avec une force brutale, projetant les marins et causant de graves blessures. Mais il ne suffisait pas d'enrouler la corde. Le navire devait avancer lentement vers le point exact où l'ancre avait été jetée. C'était la seule façon de la lever sans endommager le fond, sans rompre le câble et sans mettre en danger la stabilité du navire. Dans de nombreux cas, il était nécessaire d'utiliser les canaux auxiliaires ou les voiles avec une extrême précision, en coordonnant le vent, le courant et la force humaine. À mesure que le navire s'approchait de sa propre ancre, l'angle de traction devenait plus vertical, ce qui permettait à l'ancre de sortir du lit marin avec un effort minimal, comme un levier qui se libère. Cependant, cela ne se passait pas toujours bien. L'une des erreurs les plus redoutées était ce qu'on appelait le dérapage, lorsque l'ancre ne se fixait pas correctement au fond et commençait à chasser sans que l'équipage ne s'en aperçoive immédiatement. Un navire pouvait être apparemment mouillé, mais en réalité dériver lentement. Une situation mortelle s'il y avait des récifs, des bancs de sable ou un littoral proche. D'autres fois, l'ancre restait coincée, crochée entre des rochers ou des coraux, et en essayant de la récupérer en force, la corde se rompait ou la structure métallique était endommagée. Chaque ancre était un investissement précieux,
forgés à la main par des forgerons spécialisés, et en perdre une signifiait des semaines sans possibilité de mouillage sûr. C'est pourquoi de nombreux équipages en emportaient plus d'une à bord. En plus de leurs 2 ancres principales, ou ancres de bossoir, de nombreux navires transportaient une ancre de touée, plus petite, utilisée pour des manœuvres délicates comme se dégager d'un banc de sable, bien que chacune occupât un espace considérable et ajoutât du poids à la coque déjà surchargée du navire. Avec le temps, quelques techniques ingénieuses commencèrent à émerger. Par exemple, on utilisait des bouées reliées à l'ancre par un câble appelé orine pour marquer le point exact où l'ancre était tombée, facilitant ainsi sa récupération. On développa également des crocs spéciaux ou des grappins qui permettèrent de la soulever sous un autre angle si elle restait coincée. Il existait même des signaux visuels et des codes de cloche à bord qui indiquaient l'état du mouillage, pour que tout l'équipage sache quand il était solide, quand on le récupérait et quand il y avait danger. Ces solutions ne sont pas nées de manuels ou d'universités. Elles sont nées de siècles d'expérience, de générations entières de marins affrontant le même ennemi invisible, le fond de la mer. Chaque manœuvre de mouillage était un mélange de tradition orale, de science empirique et de survie pure. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des navires ancrés dans une baie ou sur une vieille peinture de l'ère des colonisations, nous nous concentrons généralement sur les voiles, les canons ou le drapeau, mais nous pensons rarement à l'ancre. Cette pièce silencieuse, cachée sous l'eau, fut pendant des siècles la seule garantie de repos pour un équipage épuisé et bien souvent la dernière ligne de défense contre la destruction. Sa forme a à peine changé en plus de 500 ans, car sa fonction reste vitale. Alors la prochaine fois que vous penserez à la manière dont une bête flottante de 1000 tonnes s'arrêtait en plein XVe siècle, souvenez-vous de ceci. Ce n'était ni la force brute, ni la magie, ni une technologie avancée. C'était le pouvoir invisible d'une chaîne bien tendue et d'une ancre plantée exactement là où il le fallait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères du passé. Votre soutien fait avancer ce voyage.